des pôles de développement. Également, cela exige qu'il y ait un processus pouvant inclure une multitude d'acteurs, des chefs de village, des maires, des présidents des communautés rurales et même la société civile. Également, deuxième objectif, tout simplement, c'est le financement. Le financement, pour permettre à ce que ce financement ne soit pas vain, à ce qu'il y ait derrière ce qu'on appelle le suivi-évaluation, la gestion axée sur les résultats. Mais également, nous le savons tous, l'architecture administrative du Sénégal, elle est assez grande, assez complexe. Et cette nouvelle réforme vient nous simplifier cela en présentant une architecture rénovée. Justement, comment va être effectif cet acte 3 de la décentralisation? L'architecture rénovée, version acte 3, bien sûr, sera accentuée autour de 3 échelons. Premier échelon, c'est la commune, qui sera chargée de, bien sûr, de permettre la gestion de proximité, mais également le développement à la base. Le deuxième échelon, c'est le département, considéré comme l'échelon intermédiaire, qui va réunir un ensemble de communes partageant un vécu et des potentialités spécifiques qui vont permettre une gouvernance locale. Et le dernier échelon, c'est le pôle territoire. Le pôle territoire, ça va regrouper un ensemble de départements qui ont la même dynamique de développement, bien sûr, durable. Et on considère qu'au Sénégal, il y aura 7 pôles de développement. Les 7 pôles territoires seront la Casamance, Dakar, Diourbel-Louga, Sine Saloum, Fleuve Sénégal, Sénégal oriental et Thiès. Mais est-ce que, aujourd'hui, peut-on parler tout simplement de l'acte 3 sans pour autant se poser la question de savoir est-ce qu'il n'y aura pas de répercussions? Ah oui, tout acte est susceptible de produire des conséquences. C'est pourquoi ceux qui viendront après nous reviendront sur ces conséquences. Non seulement les conséquences prévues par le texte lui-même, mais également les conséquences aujourd'hui encore visibles, à peine annoncées. Cet acte commence à produire des conséquences. Justement, ceux qui viendront après nous reviendront sur ces conséquences. Nous vous remercions. À ce charmant public que j'invite vraiment à la retenue, faites preuve de bienséance, ne pénalisez pas vos équipes à travers des propos méprisantes, ne déstabilisez pas les débatteurs en les insultant, s'il vous plaît, merci beaucoup. Alors nous allons passer à la deuxième rubrique, non, plutôt au deuxième passage de la faculté des lettres et sciences humaines, un passage de 5 minutes, vos applaudissements s'il vous plaît. Allez-y, madame. L'acte 3 de la décentralisation. Patientez pendant quelques secondes, s'il vous plaît. Je disais donc que l'acte 3 de la décentralisation a ceci de louable, d'avantageux, qui prend en compte le facteur humain. Il prévoit cet acte de donner plus de moyens, plus de pouvoir aux autorités, aux territoires pour prendre soin des populations. Nous pouvons trouver des preuves de ce que nous avançons dans le cadre de la territorialisation. Par le découpage, on en a parlé tout à l'heure, du territoire sénégalais en 7 pôles de développement, d'où la mise en valeur des ressources locales disponibles dans chaque collectivité, dans chaque localité. Un exemple, si aujourd'hui nous prenons le centre du Sénégal, où l'on a les régions de Diourbel, de Fatick, qui constituent le bassin arachidier, si il y a un développement de cette culture par la mise en valeur, ou bien par un développement de cette culture par des industries de transformation, ceci favoriserait une politique de fixation des populations et donc il y aura aussi une mise en valeur ou une création des emplois. Donc il y a ici, on peut avoir un régressement de l'exode rural. Si nous prenons aussi le nord du Sénégal, le nord du fleuve Sénégal, les régions par exemple de Saint-Louis ou
l'aménagement du territoire, par le développement de la culture, du riz, par une mise en valeur des industries aussi de transformation. Ceci aussi favoriserait le développement des collectivités, le développement aussi par la création d'emplois pour les populations. On n'en a pas encore fini. Prenons le sud-est, la région du Kédougou par exemple, qui est très riche en ressources minières. S'il y a une implication des populations dans l'exportation, ceci favoriserait la création d'emplois, aussi une amélioration des conditions de vie des populations. Ceci aussi valable pour la région de la Casamance. Une mise en valeur des produits fruitiers par les industries de transformation favoriserait aussi la création d'emplois et bien un bon niveau de développement des populations. Pour faire bref, je dirais que la mise en valeur des ressources locales disponibles dans chaque localité permet de corriger le déséquilibre territorial, l'inégalité, mais aussi l'incohérence territoriale. Qu'est-ce qu'on appelle par intolérance territoriale? Nous avons Dakar, par exemple, cyberspatial, qui est pauvre en ressources naturelles, presque ou presque, mais qui pèse sur la balance politique, économique et même démographique du Sénégal, en comparaison avec la Casamance qui est bien plus vaste et bien plus riche, à laquelle d'ailleurs on colle l'adjectif vert, comme moi aujourd'hui. J'ai parlé de notion d'égalité, d'équilibre. Ne faut-il pas penser à la démocratie? L'acte 3 de la décentralisation peut être un bon processus de démocratisation ou de renforcement de la démocratie dans certaines localités. Parce que les autorités qui verront ainsi leur pouvoir renforcé sont élues par les populations. Donc, elles ont une certaine responsabilité là-dedans. Et quoi de plus démocratique qu'une implication des populations dans la gestion des affaires locales qui sont proches d'elles? Mesdames, Messieurs, les membres du jury, chers débatteurs, chers publics, il n'y a quoi de plus démocratique que cette implication. Et si ce n'est très dire, nous pouvons dire que l'acte 3 de la décentralisation peut faire figure d'école de la démocratie. Mesdames et messieurs, le Sénégal aujourd'hui compte 14 régions, 172 communes, 387 communes rurales et près de 27 000 villages. Que l'acte 3 de la décentralisation tentera bien sûr de regrouper en 3 échelons de gouvernance que vous avez maintenant et que sont la commune, le département et le pôle territoire. Mais une question nous semble légitime, c'est celle de savoir, est-ce que cette fois-ci, il ne sera pas question d'une simple ou bien d'un simple découpage par pur plaisir? Je ne le pense pas. Parce que l'acte 3 de la décentralisation permettra également à ces collectivités décentralisées d'avoir davantage de moyens matériels et financiers. Nous savons tous que la contribution actuelle de l'État ne peut aider au développement des collectivités territoriales. C'est la raison pour laquelle l'acte 3 de la décentralisation permettra aux collectivités décentralisées d'avoir un système intégré avec une fiscalité qui leur est propre. Si maintenant la collectivité territoriale a une fiscalité qui lui est propre, en plus de ce qui peut provenir de la coopération décentralisée, cela permettrait aux collectivités territoriales d'avoir plus de moyens qui leur permettraient de faire face aux 9 domaines de compétences qui leur sont transférés. Espérons cette fois-ci qu'il y aura des ressources humaines suffisamment capables de porter cette réforme-là à bon port et de booster ainsi le développement local. Oui, bien sûr, c'est la fonction publique locale. Autre conséquence heureuse pour les collectivités décentralisées. Vous savez, actuellement, dans notre pays,
les collectivités décentralisées ne gèrent pas le personnel enseignant, le personnel de la santé comme ça se fait dans notre pays. Et avec l'acte 3 de la décentralisation, il permettra aux collectivités d'avoir un personnel qualifié qui sera régi par les compétences transférées dans les différentes zones à leur charge. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui se fait au Mali et dans d'autres pays, où ce sont les collectivités locales qui gèrent le personnel enseignant, mais aussi le personnel de la santé. Mais cela sera accompagné, bien sûr, de la valorisation du secteur local. Parce que tout transfert de compétences doit être accompagné concomitamment de transfert de ressources, ce qui n'est pas actuellement le cas du Sénégal. Loïc Philippe disait que le transfert de compétences sans transfert de ressources ressemble à une déconcentration. Et avec l'acte 3 de la décentralisation, les rapports déconcentration et décentralisation seront bien appliqués. Il y aura un pouvoir local qui sera davantage exercé au niveau local avec une véritable décentralisation qui quitte le sommet vers la base. Cela permettrait également aux populations, cela va booster la participation citoyenne du fait de la proximité des décideurs. Attention, il est bien beau de réformer, mais il faut l'annoncer aussi. Parce qu'à peine est annoncé, l'acte 3 de la décentralisation soulève déjà des conflits, des frustrations et même certaines inquiétudes chez les populations. La preuve, le journal officiel, excusez-moi, l'Observateur, dans sa livraison du mercredi 28 août passé, nous fait part des populations de Mbakar qui priaient et évoquaient même les esprits pour que leur localité ne soit pas divisée entre la commune de Somme et Somme de Foudi. En tout cas aussi, la société civile s'est consultée en comité chargé de réfléchir sur les éventuelles questions qui seront relatives à un quelconque rattachement de la région de Diourbel à celle de Louga. Autre région, autre problème. À Ziguinchor, le président du conseil rural de Diembéring refuse catégoriquement à ce que la localité qu'il dirige soit rattachée à celle de Moulombe. Et que dire du député maire de Mermoz-Sacré-Cœur qui déclare publiquement et à qui vous l'entendre, tenez-vous bien, que nous allons nous battre pour exister. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci beaucoup, monsieur Nazi. Alors, nous allons rappeler la faculté des lettres et sciences humaines pour le dernier passage, si le jury ne manque pas le temps. Et vous aurez droit donc à 5 minutes encore une fois. Nous allons parler de quelques inquiétudes de l'acte 3 de la décentralisation. En effet, dans l'acte 3 de la décentralisation, je dois à la vérité de dire que c'est avec une précipitation sans équivoque que cela s'est fait. Ceci veut dire tout simplement que les spécialistes, les principaux acteurs, les principaux animateurs ont été mis en rade dans les 3 mois de l'élaboration de l'acte 3 de la décentralisation. Ce qui nous permet de nous poser la question de savoir, est-ce que ce n'est pas aller trop vite en besoin? La réponse me semble être positive. Oui, c'est aller trop vite en besoin. Parce qu'en 3 mois, il est impossible de vouloir mettre sur pied ou bien de mettre en œuvre l'acte 3 de la décentralisation sans pour autant convoquer les ayants droit, je veux nommer tout simplement les spécialistes, les experts, ce qui me semble véritablement une aberration. Et ceci soulève des inquiétudes du côté de la population. Ils l'ont cité tout récemment et mon collègue y reviendra très amplement. Second point, concernant toujours le volet des inquiétudes, vous conviendrez avec moi qu'il y a eu également un déficit d'information. Je vais vous raconter une petite anecdote et vous comprendrez aisément de quoi il s'agit.
Tout récemment, il y a une réforme qui a été préconisée concernant l'enseignement supérieur, bien évidemment. Et le problème, c'était quoi? Certains professeurs qui nous enseignent n'ont pas été mis au courant. Certains étudiants qui nous représentent n'ont pas été mis au courant. Les principaux concernés n'ont pas été mis au courant. Alors vous vous dites tout simplement que cela va lamentablement tomber tout bas, tout simplement. Alors, dans l'acte 3 de la décentralisation, les inquiétudes qui concernent les populations, c'est encore une fois de plus ce déficit d'information. Vous ne pouvez pas décider, encore une fois de plus, dans des bureaux climatisés, bien beaux, avec des costumes et tout ça, en laissant les populations bien concernées. Et il n'y a pas, jusque-là, je vous dis, à part ce rapport qui est publié sur le net et qui n'est pas exhaustif, des termes de référence, en fait, exprimant clairement la politique, le projet de société des actes 3 de la décentralisation. Et pour combler encore une fois de plus ces inquiétudes, et ce ne sont pas des inquiétudes positives, mais plutôt négatives, mais plutôt positives, parce que nous tous, ce que nous voulons, c'est le développement de notre pays. Nous tous, ce que nous voulons, c'est le développement du Sénégal. Nous tous, ce que nous voulons, c'est le développement de certaines localités. Alors, je m'en vais laisser la parole à mon collègue qui va prendre la même trompette. Merci beaucoup. Je m'exprime dans le même sillage que mon prédécesseur. Mais je voudrais dire à JP que le nombre de documentaires au Sénégal, au lieu de 337, c'est 380. C'est 85, c'est pas simple. Vérifier. Il faut demander. Ce que Patrick Médard avait dit. Ce que Patrick m'avait dit, c'est parce qu'il n'avait absolument rien compris. Dans l'acte 3, il n'a jamais question de toucher les communes dans le sud. Ça n'y figure absolument pas du tout. Ils se sont précipités parce qu'ils n'avaient pas la bonne information. C'est vrai. Les inquiétudes particulières sur 3 points. Le premier point, c'est les relations de campagne. Le second point, c'est les ressources humaines. Et le troisième point, c'est le principe de la territorialisation. Ville et campagne sont deux êtres spatiaux. Et sous ce rapport, est entraîne des caractéristiques et des dynamiques de l'espace géographique. La campagne, c'est le lieu de prélèvement de main-d'œuvre. La campagne, c'est le lieu de prélèvement de matières premières pour faire fonctionner la ville. D'où la séparation des fonctions qui s'affirment davantage, mais une continuité dans la système de production. La communalisation générale du Sénégal, en transformant les communautés en communes, cela pourrait changer la fonction de la campagne. Cela pourrait absolument faire le reculement du développement de l'agriculture et de l'élevage. C'est les inquiétudes. Merci beaucoup, monsieur. Alors, nous allons passer la dernière parole de cette rubrique à la faculté des sciences juridiques et politiques pour le dernier passage. 5 minutes. Selon le dispositif, l'exposé des motifs autant pour moi, de l'acte portant la loi 96-06 du 22 mars 96, le Sénégal a opté pour une politique de décentralisation progressive et prudente, mais désormais irrévocable. Donc, le processus, monsieur, ne se fera pas en 3 mois, mais c'est un long processus qui est prévu. Mais pour reprendre les paroles de mon cher professeur, monsieur Ismaël Madior Fall, malgré un dispositif institutionnel et juridique sophistiqué, le Sénégal, la décentralisation, autant pour moi, connaît des faiblesses structurelles. Et oui, parce que figurez-vous, l'État a décentralisé, dit-on, les compétences. Mais qu'en est-il des ressources? On ne les a pas transférées, malheureusement. On donne aux collectivités locales compétences pour régler des problèmes. Mais on ne fait pas suivre
ceci. Donc l'acte 3 est soutenable pour deux raisons. Bien sûr, ce ne sont pas les uniques raisons, mais ces deux raisons sont fondamentales. D'abord, il permet de régler les incohérences issues du découpage ancien. Incohérence, un simple exemple, Gossas. Gossas se situe à 40 km de Kaolack et on le rattache à la région de Fatick, encore beaucoup plus éloignée. Est-ce que cela peut permettre de s'approcher de la population? Non. Proximité par rapport à la population, c'est ce que dit l'acte 3, donc c'est la bienvenue. Par ailleurs, une profonde réforme fiscale. Ça, on en a besoin. Parce que figurez-vous, la taxe rurale, qui constitue la principale ressource des collectivités locales, s'élève à 1000 francs. 1000 francs. Comment voulez-vous qu'une collectivité locale puisse porter son développement avec 1000 francs de taxe rurale? Impossible. Donc, les collectivités locales ont besoin de ressources, d'une autonomie financière. Mais il y a des problèmes, comme l'ont dit mes prédécesseurs. Il y a des freins. Notamment, manque d'information. Un délai réduit. Aussi, des rivalités entre les hommes. Et pour ça, il faut y remédier. Avec des recommandations, bien sûr. D'abord, une évaluation de l'acte 2, 1996. Transfert de compétences, comme je l'ai dit tantôt, sans transférer les ressources. Ensuite, sur le déficit de communication, il va falloir que l'autorité de tutelle, à savoir le ministre de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, doit s'entretenir avec les autorités administratives des différentes collectivités locales afin que celles-ci, à leur tour, puissent véhiculer le message aux populations qui vont s'approprier cette réforme. Mais on n'en reste pas là, bien sûr. Il y a aussi problème à régler. J'en ai parlé tout à l'heure. Problème entre les villages. On doit resserrer les liens entre les différentes zones. Ça pose problème. On ne peut pas vouloir rassembler des zones qui ne sont pas ensemble en réalité. Excusez-moi pour la répétition. Mais tout cela ne peut pas se faire en un seul jour. C'est progressivement qu'on va y arriver. Vous avez donné tout à l'heure l'exemple de la France. Mais n'oublions pas que la France a commencé le processus de décentralisation depuis 1789, je vous dis. Et on a réussi en 1945. Combien de siècles? Ne brûlons pas les étapes. Une belle réforme, certes, mais respectons les étapes. Petit à petit, on arrivera à réaliser notre acte 3. Sinon, cela risquerait d'être une simple utopie. Merci, Charles. Alors là, nous venons de clôturer la première rubrique intitulée 45 minutes pour convaincre. 45 minutes pour convaincre, rapportée aujourd'hui sur l'acte 3 de la décentralisation. Certes, nous n'en avons pas assez, mais quand même, nous devons passer à la prochaine rubrique. Parlez-nous d'eux. Ils auront donc droit à 2 minutes de concertation, à 5 minutes pour dérouler. Ils parleront donc du tandem Senghor Mamadou Dia. 2 minutes pour la concertation, allez-y. Exceptionnelle du coude dans cette compétition qu'à y débattre. Je veux commencer par l'équipe du DAX. Le départ.